Mesdames et messieurs, bonjour. Dans votre tout nouveau numéro d'Agora, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir deux jeunes qui s'activent dans le monde panafricanisme, activisme et autres. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le coordinateur du mouvement des jeunes malibaristes, Sidiki Ba Traoré. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, nous avons M. Salou Diop, le chargé de la communication du mouvement Carbone 14. M. Diop, bonjour. Bonjour Anne. Il y a de cela quelques jours, le Sénégal a perdu deux grands érudits, à savoir Serigne Pape Malick Sy, le défunt porte-parole de la famille de Tivaouane, et Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le khalife général de Thiénaba. Et après cela, nous allons vivre beaucoup de discours allant à montrer la grandeur de ces deux hommes-là. Quel message lancez-vous à la jeunesse sénégalaise et africaine en général de penser à l'aide que ces deux grands érudits ont laissé dans ce pays? On a souvent, disons, l'habitude de répéter cet adage-là. En Afrique, disons que tout vieillard qui meurt, c'est carrément une bibliothèque qui brûle. Et je pense que nous jeunes, à chaque fois, ça c'est une source d'inspiration. Pourquoi je dis ça? Parce que Albert Camus disait que dans le mythe décisif, que la vie elle-même serait absurde si la naissance et la mort étaient les seuls facteurs qui devaient coexister. Alors, c'est une source d'inspiration. Ce n'est pas la vie en tant que telle ou la mort en tant que telle, mais les différentes les différentes productions intellectuelles qu'ils ont eu à faire. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, nous devons à chaque fois nous inspirer de ces grands hommes-là. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour ce pays, ils ont beaucoup fait pour l'Afrique et on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a juste sous nos yeux. Ces grands messieurs sont des références pour nous en fait, pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse africaine. La jeunesse sénégalaise doit se référer des vécus de ces grandes personnalités. Moi, c'est ce que je peux demander par exemple à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, de se référer des vécus de ces gens-là. Surtout de copier, de ne pas avoir peur de copier, de ne pas avoir honte de copier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler, quand on parle de Carbone 14, naturellement, on parle de Cheikh Anta Diop, le parrain de cette université où nous animons aujourd'hui cette émission. Et parler de Cheikh Anta Diop, c'est parler de la connaissance en général. Et même si aujourd'hui, nous constatons que le Sénégal ne connaît pas toujours cet homme-là, je peux même lui dire, comme je dis parfois, Serigne Moustapha Sy, il fait partie lui aussi des inconnus de l'univers. Aujourd'hui, quand vous partez aux États-Unis, ils connaissent mieux Cheikh Anta Diop qu'un Sénégalais qui est là. Ils connaissent mieux que Cheikh Anta Diop qu'un étudiant qui est même dans cette université-là. Aujourd'hui, je voulais que vous reveniez. Quelle place doit occuper l'héritage de Cheikh Anta Diop sur la marche vers l'unité africaine ou bien sur la responsabilité que la jeunesse africaine doit avoir pour être libre fondamentalement dans tous les côtés et sur tous les barrières? Quand on parle de Cheikh Anta, c'est toujours un sentiment mitigé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un sentiment mitigé entre de l'espoir et de la déception. Il est beaucoup plus valorisé et sa production est beaucoup plus valorisante outre-Atlantique. Donc si vous allez aux États-Unis, vous l'avez dit tout de suite. Il y a de l'espoir parce que même si que la majorité ignore Cheikh Anta Diop ou bien ne part pas à la quête de la connaissance de ces grands messieurs, mais au moins que nous sommes fiers de voir des jeunes qui s'activent à son nom et qui pensent qu'il doit faire pour exposer sa personne afin que les autres jeunes aspirent à penser comme Diop, comme Traoré, afin eux aussi de s'activer à valoriser ces grands messieurs comme Thomas Sankara, Mandela et Cheikh Anta. Exact. C'est pourquoi je disais que vous rejoignez mon propos. Merci beaucoup pour ça. De la déception, un peu de déception à côté et après de l'espoir. Hein. Un grand espoir, hope, comme disait le président Obama. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'activent dans ça, qui sont en train depuis des années, c'est à l'image du mouvement Carbone 14, mais aussi d'autres mouvements qui sont un peu partout en Afrique, qui sont en train de porter au pinacle, si je puis me permettre, la production intellectuelle du professeur Cheikh Anta Diop.
et son héritage en tant que tel. Pour moi, c'est 2 points essentiels. Pourquoi j'ai dit que c'est 2 points essentiels? Parce que ces 2 points sont à l'image de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, c'était un philosophe, un anthropologue, un ethnologue, un linguiste, un égyptologue, mais aussi... Une encyclopédie. On peut dire ça. Ouais. Mais aussi, à côté de ça, parce que ça, ce sont les sciences humaines ou sociales, mais aussi à côté, on a les sciences exactes. On sait aussi que c'est un physicien, c'est un chimiste. Alors, c'est à l'égard de ces 2 points-là, les sciences humaines et les sciences exactes. Pour moi, l'un des points les plus essentiels qu'on peut retenir de Cheikh Anta en termes d'héritage aujourd'hui, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des sciences exactes, c'est la problématique des langues. Et c'est une question qui est essentielle. Elle a été posée par Cheikh Anta. Des intellectuels ont continué à poser le problème. Il est toujours... Ce problème de langue-là n'est toujours pas réglé. Très bonne question. J'ai dit que nous ne voyons pas de blocus. Nous voyons juste, en tout cas du point de vue du mouvement Carbone 14, un manque de motivation, de politique, en tout cas, qui puisse impulser un peu la chose, booster un peu la chose et concrétiser le projet en tant que tel. Mais ce projet existe déjà depuis 1954. La première version de Nation Nègre et Culture. Dans la deuxième partie, Cheikh Anta parle de la problématique des langues africaines. Et il dit, dans la problématique des langues africaines, aujourd'hui, ce qui peut nous permettre d'utiliser ces langues-là, locales, entre guillemets, et de les propulser pour en faire des langues officielles, ce problème est déjà posé. Et pour en arriver à la solution, c'est très simple. Il faudra commencer par la codification. Aujourd'hui, on en est à plus de 20 langues au Sénégal qui sont codifiées. Alors, ça a été fait. Je prends l'exemple du Wolof parce qu'on est au Sénégal. Si on devait, par exemple, en faire une langue officielle, Cheikh Anta dit qu'il fallait passer par la codification. Ça a été réglé depuis très longtemps, le problème de la codification. Le second point, c'est la terminologie. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce qu'on sous-entend par la terminologie? Ce sont les différents concepts et termes scientifiques qui sont liés à un domaine bien précis. Je donne l'exemple, par exemple, du droit. Le juge qui est dans son tribunal, aujourd'hui, qui utilise une terminologie, un jargon qui est un peu méconnu de Saliou en tant que citoyen lambda, si jamais il a un contentieux avec quelqu'un et qui se retrouve à la barre, la plupart des Sénégalais, ils ont ce problème-là pour comprendre un peu, décortiquer ce dont le juge est en train de parler. Et ça, c'est un problème. Cheikh Anta a dit qu'il faut traduire toute cette terminologie-là. J'ai juste pris en langue locale. J'ai juste pris l'exemple du droit. C'est pareil pour la science, pour la géométrie, pour les mathématiques, pour nos petits frères et nos petites sœurs, pour qu'ils puissent comprendre un peu ce dont il est question en classe. Quand on parle de géométrie dans l'espace, moi, ça ne me disait absolument rien. C'est pas parce que j'étais pas bien en maths, j'en fais en tant que marketeur, j'en fais en tant que communicant, j'en fais tous les jours, c'est mon travail de tous les jours. Pourtant, je passais à côté de la plaque quand j'étais à l'école primaire. Parce qu'il y avait un décalage énorme, et c'est un décalage linguistique. Donc, Cheikh Anta dit, le second point, c'est par rapport à la... Ça ne facilite pas la compréhension par rapport à l'apprenant. Surtout ça, ouais. On passe à côté de la plaque. Cheikh Anta dit qu'il faut ce deuxième point-là, qui est la terminologie. Et il a réglé ce problème-là. Vous allez dans Nation Nègre et Culture, et vous verrez que la géométrie, tout ce qui est arithmétique, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est chimie, tout ce qui est physique, a été déjà traduit. Toutes ces disciplines ont été déjà traduites en langue Wolof dans Nation Nègre et Culture. Et le dernier point, si vous pouvez me permettre, c'est la production intellectuelle. Maintenant, il faudra écrire en Wolof. On a d'éminents chercheurs et des simiens analystes comme Aboubacar Boris Diop qui écrivent en Wolof depuis des années. Mais il ne faudrait pas se limiter dans le domaine des sciences exactes. Il faudra le faire dans le domaine des sciences humaines. Si Traoré est scientifique, par exemple, et qu'il a développé, par exemple, des débuts de solutions je donne un exemple, sur l'artémisia, je donne juste un exemple. Il devrait traduire toutes ces notions-là en Wolof pour que les Sénégalais, pour que les Africains puissent s'approprier cette connaissance-là. Alors, ça passe forcément par ces trois points-là. Mais maintenant, le problème, je pense que ce qui pousse aujourd'hui à nos dirigeants, peut-être depuis 1954 à nos jours, que ça ne bouge pas, que chacun s'appuie sur sa langue pour qu'on le valorise au détriment de l'autre. C'est ce qu'on appelle la mosaïque linguistique, en fait. C'est un faux débat, en fait. Ce n'est pas un problème qui existe vraiment.
C'est peut-être de manière séquentielle. C'est la mosaïque linguistique. Cheikh Anta a dit qu'il fallait choisir une langue, se baser sur cette langue-là. Aujourd'hui, c'est l'anglais. On s'appuie sur l'anglais d'un point de vue géopolitique à l'international. Mais ça ne veut pas dire que l'anglais est beaucoup plus riche que, par exemple, le russe ou une autre langue. Mais on a besoin de s'appuyer sur une langue pour bien communiquer. Alors, la mosaïque linguistique, les linguistes nous ont fait croire, et aujourd'hui, il y a des Sénégalais même qui pensent toujours comme ça, que l'Afrique, c'est une tour de Babel. Non, ça, c'est un mythe qu'il faudra quand même surpasser. Traoré, aujourd'hui, vous représentez un mouvement qui porte le nom d'un grand monsieur. Celui qui a osé dire non là où personne n'a eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, on ne peut jamais parler en ce qui concerne leur être révolutionnaire ou bien parler de panafricanisme, parler d'activisme ou bien parler de l'unité africaine et ignorer la personne de Nelson Mandela. C'est impossible. Aujourd'hui, vous, en tant que des jeunes qui prônent l'héritage de ce grand monsieur-là, quelle place pensez-vous que Nelson Mandela doit avoir dans ce combat-là ou bien sur ce marche vers l'unité africaine? D'accord. Merci, M. Anne, pour votre question. En fait, pourquoi je dis cela? Mandela est dans notre vie, dans notre quotidien. Mandela a tout touché, au fait. Comment? D'accord. Nous allons revenir un peu sur le parcours de ce monsieur qui, à la base, qui est issu d'une famille royale et qui est allé à l'école des Blancs et qui est avocat et qui est aussi activiste avant d'être politique. Parce que beaucoup de gens ignorent ce côté-là. Ouais. Maintenant, Mandela, le côté qui intéresse plus beaucoup de personnes, c'est la partie de l'apartheid et l'après-apartheid. Ouais. Parce que c'est ce qui fait réellement les charmes. Le fait de s'arrêter à un seul mandat, les gens s'aperçoivent juste sur ça. Sur ça. Et alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Mais vous, en tant que les ambassadeurs, c'est à vous de l'exposer à l'opinion. D'accord. C'est ce que nous faisons chaque année. Et non seulement en sensibilisant des jeunes qui sont là, on a créé un mouvement depuis 2014 qui est là à promouvoir l'héritage de Nelson Mandela par des actes au fait. Depuis 2014, nous sommes sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Okay. Mais nous avons des éléments qui sont des Congolais, qui sont chez eux, qui sont dans ce mouvement. Oui. Nous avons des éléments qui sont à Bamako. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment créer le MJM, le mouvement des jeunes Maribaris, à partir de Bamako d'abord. Parce que nous allons nous focaliser sur Dakar pour pouvoir épauler les autres pays. Oui. Maintenant, il y a deux pays nous sommes en train de travailler dessus. Il y a le Mali, parce qu'il y a l'ex-coordinateur du mouvement des jeunes Maribaris actuellement qui est à Bamako. On est en train de travailler dessus. Moi aussi, en tant que Guinéen, je me vois ici prendre le mouvement et l'envoyer chez moi. Est-ce qu'on va l'accepter? Prendre le mouvement ici et l'amener au Guinée là. Quand je te dis par exemple prendre le mouvement, c'est de prendre l'idéologie au fait du mouvement et l'importer en Guinée. Pardon, simplement, l'entraide de Nelson Mandela, le cœur de ce grand monsieur, permettra ici à l'Afrique, à tout Africain de se reconnaître en tant qu'Africain partout où tu te trouves. Ce simple pardon, simple acceptation de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que M. Diop est devant moi. Il est sénégalais, je suis guinéen, vous êtes ivoirien par exemple. On peut s'accepter par rapport au principe de Nelson Mandela. Parce que nous sommes tous africains à la base. Et ce qui fait aujourd'hui, moi je suis à Dakar, je me sens pas, je peux, au fait, sur mes papiers c'est écrit que je suis guinéen. Il y a des gens qui ne connaissent même pas que vous êtes de la Guinée. D'accord, oui. Mais moi je me sens chez moi au fait. Oui. Mais je pense que d'une part, ça c'est grâce à l'idéologie de Mandela que je suis en train d'inculquer d'abord en moi. Parce que moi, je ne suis pas venu dans le mouvement des jeunes Maribaris parce que j'ai le pardon en moi. Non, 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 non. Je suis venu pour chercher ce pardon dans le mouvement des jeunes Maribaris. C'est ça l'héritage de Nelson Mandela. Et si nous prenons aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, ça fait partie des maux de l'Afrique. Et l'ignorance. Et l'éducation, au fait. Et Nelson Mandela s'est battu non seulement pour l'éducation, il s'est tellement battu pour l'éducation. Il a appuyé des écoles, il a créé des fondations. Et aujourd'hui encore, il s'est battu contre la pauvreté. Il s'est même immiscé dans la santé. Et ce qui fait, nous, pendant nos activités... Il était à tous les fronts et tous les combats. En un mot, au fait. Aujourd'hui, nous avons un problème en Afrique. Nous sommes tellement paresseux.
pour aller vers la quête de l'excellence ou bien de la connaissance. La jeunesse africaine passe tout leur temps sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, quand on est là-bas, nous ne lisons pas, et la majorité du moins ne lisent pas et ne part pas à la quête de l'information, c'est juste pour des futilités. Et pour vous, quel regard avez-vous envers l'éducation sénégalaise et l'Afrique en général? Et quelle place doit occuper ces grands messieurs, à savoir Thomas Sankara, Nelson Mandela, Cheikh Anta, Mamadou Dia et parmi tant d'autres? Par rapport à l'éducation, où il disait que l'éducation est la plus puissante des armes qu'on peut utiliser pour changer. C'est essentiel. Et Cheikh Anta s'est inscrit aussi dans ce contexte. Cela veut dire que quand l'éducation n'est pas bonne, on ne peut pas avancer. Non, je suis désolé. C'est ça qui bloque donc dans nos pays. Mais quelle éducation? C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire sur tout ça. On a fini par nous faire croire ou par nous faire comprendre que l'éducation se limite à de la consommation et de la restitution. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans la sphère universitaire. Ce qui se fait à l'université, mis à part peut-être l'école doctorale où on nous demande, et disons, il y a une certaine exigence par rapport à la production intellectuelle. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est de la consommation. Le prof balance les informations, on consomme. L'examen vient, on restitue. Ce n'est pas l'éducation, le problème. Cheikh Anta disait dans la préface de Obenga, je disais encore hier et je le répéterai demain, que ce que l'on vise dans votre éducation, c'est de réveiller le bâtisseur de nation qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le génie qui dort en chacun de vous. Mais cela suppose une réforme qui mette l'accent sur la rationalité et sur les facultés créatrices de l'individu. Ça, c'est essentiel, le but de l'éducation. Réveiller le bâtisseur de nation qui dort en chacun de vous. Et ça commence à la base, à l'école primaire, comme on l'a souligné tout de suite. Ça commence par quoi? Ça commence par porter au pinacle ces hommes-là, ces érudits qui sont africains. Le mouvement Carbone 14, depuis 3 ans maintenant, ça a été créé déjà à la base en 2016, mais depuis 3 ans, on porte ce combat-là dans toutes nos activités presque, qui consiste à introduire les enseignements de Cheikh Anta Diop dans les différents curricula au Sénégal, de l'école primaire ou de l'école maternelle même à l'école doctorale. Oui. Aujourd'hui, si on n'a pas la chance, autant pour moi, par exemple, de fréquenter le département d'histoire et de faire égyptologie, on peut faire tout son parcours sans moi, je n'ai jamais apprendre la plus petite chose sur Cheikh Anta. Encore moins sur Mandela. Qu'est-ce qu'on va nous dire? 2 phrases, 3 phrases qu'on va nous balancer sur Mandela, vu l'importance de son œuvre, comparé à l'importance, à la grandeur de sa production et de ses actes. On va nous balancer juste 2 phrases, 3 phrases. Même chose pour Cheikh Anta Diop, né à Tchaïtou, hein, mort à Fan, Carbone 14. Quelle appréciation faites-vous sur l'éducation qu'on est en train d'enseigner nos jeunes frères, nos enfants et ceux qui devaient demain tenir les rails de l'Afrique, le Sénégal en particulier? Tu dois parler de paresse quand vous parlez de la jeunesse africaine. En fait, moi, je ne traiterai pas ça de paresse, au fait. Je pense que les gens, ils font de l'amalgame. Aujourd'hui, quand tu mets un enfant au monde, il faudra élever l'enfant, éduquer l'enfant. L'éducation, tu l'éduques d'abord à la maison. Tu prends l'enfant, tu l'amènes à l'école. L'école, le programme qui est enseigné à l'école, par exemple, ce n'est pas toi le parent qui élabore ce programme. Ce programme-là est élaboré par des structures. Vous pouvez pousser à vos progénitures d'aller à la quête de l'excellence. J'en viens. Il y a un programme qui est là. Mais si nous parlons aujourd'hui de Cheikh Anta Diop et de Nelson Mandela, nous parlons de l'héritage, en fait. Ces héritages-là ne sont pas... Les jeunes ne trouvent pas ça à l'école, en fait. C'est ça le problème. Moi, pour vous donner l'exemple, moi, j'ai connu Cheikh Anta Diop à travers un artiste. Moi, je n'ai pas connu Cheikh Anta Diop à l'école. Hein. Non. Exactement. Mandela, par contre, forcément, on va te parler de l'apartheid. Parce que moi, Cheikh Anta Diop, je n'entendais pas parler de lui. Oui. À la rigueur, on parle un peu de Senghor. Oui. Je vais encore loin. Mamadou Dia, tu n'entends pas parler de Mamadou Dia. Et tout ce que Mamadou Dia a fait pour ce pays, tout ce que Mamadou Dia a fait pour l'Afrique. Il y a 2 ou 3 années, nous, on s'est mis dans ce combat-là, par exemple. Tout ça, c'est dans l'éducation. Hein. Mais depuis on entend Mamadou Dia, je l'entends généralement sur les activistes comme les Guy Marius Sagna et autres. Parce que nous avons mené ce combat ensemble. On a trouvé certaines personnes qui menaient ce combat, comme le mouvement autogestionnaire Mamadou Dia, qui menait ce combat.
Maintenant, nous, on s'est assis ici, on a réfléchi, on a dit, quand tu regardes Dakar, il n'y a pas de monument, il n'y a pas de route, il n'y a rien qui porte le nom de Mamadou Dia. On s'est dit que ce n'est pas normal. Pour quelqu'un qui a tout fait, qui a tout donné pour ce pays. Tout ce qu'il a eu comme mal, c'est parce que tout simplement, il voulait le bien de son pays, de développer ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et que quand tu marches, tu vois des rues, des statues qui portent les noms des personnes dont nous n'avons rien en commun si ce n'est pas la colonisation. On s'est dit, bon, il faudra se lancer dans ce combat. Nous l'avons mené en association avec le Forum social, le mouvement autogestionnaire Mamadou Dia, le mouvement des jeunes Madibaris et d'autres activistes qui nous ont accompagnés. Et après la première édition, nous avons écrit à tous les maires, à tous les députés du Sénégal. Et nous avons même écrit une lettre que nous avons déposée à la présidence. Maintenant, on ne nous a pas répondu, évidemment. Mais je pense qu'on nous a très bien écoutés. La deuxième année, on a organisé encore des activités au nom de Mamadou Dia. Cette deuxième année, je pense que c'était en 2018 ou 2019. Le 5 janvier, le 5 février, on a donné le nom de l'immeuble administratif à Mamadou Dia. Le building administratif. Le building administratif. Maintenant, ces personnalités-là, si ces personnalités ne sont pas enseignées à l'école, toi déjà, moi j'ai un enfant de 5 ans. Mamadou Dia n'est pas enseigné à l'école. Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné à l'école. Vous voyez, moi je n'ai pas appris Cheikh Anta Diop à l'école. Comment vous voulez que j'enseigne Cheikh Anta Diop à un enfant? Ne les valorisent pas. Et nos médias ne les valorisent pas. Ils préfèrent valoriser quelqu'un comme les gens qui font le buzz dans le net, que je ne veux même pas citer le nom, que de parler de Cheikh Anta, de Mamadou Dia. On a tout ce problème. Je vais rebondir sur un point. Le point de Sékou Touré, par exemple. Nous étions dans un projet où il s'agissait de prendre nos leaders, de les mettre sur la table, de faire nos propres analyses à travers des personnes qui les ont côtoyées et à travers les personnes qui les ont lues. Nous faisons des résumés. On avait commencé avec Mamadou Dia, mais après, nous n'avons pas continué. On va revoir encore comment le faire. Mais maintenant, pourquoi c'est à l'Occident de me dire, par exemple, que Sékou Touré était un dictateur, que moi, je ne peux pas célébrer Sékou Touré? Pourquoi c'est à l'Occident de me dire ça? Pourquoi c'est à l'Occident de me dire que Cheikh Anta Diop, il était ça, il était là, il était là? Pourquoi? Alors qu'il y a des personnes tout près qui ont côtoyé Cheikh Anta Diop, qui le connaissent mieux que tout le monde, qui peuvent te dire que Cheikh Anta Diop, c'est ce qu'il fait le matin quand il se réveille, c'est ce qu'il buvait. C'est à peu près même, c'est contradictoire que dire que Sékou Touré était un dictateur et dire que quelqu'un comme Faidherbe est un grand monsieur. C'est des parenthèses au fait. C'est des parenthèses. Je pense que si nous rentrons dans ce débat-là, on va passer la nuit. Depuis l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, il y a un débat qui revient sur place partout en Afrique. Après tous les rumeurs qui sont passées, surtout au Sénégal, il y a des activistes comme vous qui sont en train de dire que le statut de Faidherbe doit tomber. Pourquoi pas le donner à Cheikh Anta, qui est un Sénégalais qui a beaucoup fait pour le Sénégal et le monde en général. Certaines parlent pourquoi les rues qui sont à Dakar, pourquoi pas on ne les donne pas au nom des érudits qui sont du Sénégal. Il y a le maire de Dakar Plateau qui a même accepté de le soumettre à sa municipalité, et il y a le maire de Gorée, Augustin Senghor, qui a pris son contre-pied, qui a dit net que ces noms-là, personne ne va pas les changer dans sa commune. Et après tout ce bruit, après la mort de George Floyd, que nous déplaisons tous, que nous dénonçons tous, cet racisme qui est en train de gagner du terrain dans nos stades et partout, quelle appréciation ou analyse faites-vous par rapport à cette situation? Quand on a demandé de donner un monument à Mamadou Dia, à Dakar, nous sommes allés très loin parce que nous avons dressé une liste. On a cité la corniche Est qui est là. On a demandé à l'État au fait de choisir parmi ces trucs. On a donné les noms des rues qui sont en ville, qui ont les noms des colons. On a donné le nom de la faculté d'économie qui est là. Et l'école primaire de Djourbel qu'on a donné. Est-ce que vous voyez? Du coup, nous, on s'est inscrit dans l'élan là depuis bien avant ça. Et pour vous dire aussi que la mort de Floyd, moi, c'est pas quelque chose... Pourquoi vous avez abandonné ce combat? On n'a pas abandonné. Nous, notre combat, nous le menons chaque jour. Mais nous sommes sur plusieurs fronts à la fois. Nous accompagnons... Moi, d'abord, je suis du Carbone 14, mais étant coordinateur du Carbone 14,
j'accompagne le Carbone 14 dans leur activité. Quand ils organisent, moi je suis là. Je suis là non seulement en tant que membre du mouvement, et en tant que représentant de mon mouvement. C'est comme ça aussi que quand beaucoup de personnes organisent, initient, oui, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, comme on dit en Wolof, sorti si def si là quoi. Il y a deux ou 3 ans, une année en arrière, quand vous arrivez à l'université Cheikh Anta Diop, c'est juste écrit université Cheikh Anta Diop. Oui. Mais après, actuellement, que si vous êtes à la grande porte, vous savez qu'au moins il y a une photo qui est là, qui représente Cheikh Anta Diop. C'est leur combat. Ça veut dire qu'ils ont, nous sommes un peu en avance par rapport à certaines personnes. Mais déboulonner, faut pas déboulonner, rebâtir, c'est des concepts au fait. Ce ne sont que des concepts, ce ne sont que des noms que nous donnons au fait. Mais nous sommes là-dessus. Il faut juste que les politiques essayent de nous comprendre et de nous accompagner dans ça. Oui. S'ils ne nous accompagnent pas dans ça, la jeunesse va prendre ses responsabilités. Monsieur Diop, comme je viens de le dire à votre vis-à-vis, depuis la mort de George Floyd que nous indignons tous, il y a du bruit qui est en train de se faire par rapport au nom que portent nos rues et par rapport à l'institut de Faidherbe. Et quelle est la position du mouvement Carbone 14 par rapport à cette situation? Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect, j'allais dire, symbolique, et aussi il y a l'aspect substantiel. Je m'explique. Déboulonner ou ne pas déboulonner, pour moi, c'est symbolique. Déjà, il faut le faire de manière symbolique, comme il l'a si bien dit. Dans l'espace public sénégalais, on a besoin de voir autre chose que des gens qui nous ont contraints à faire des choses contre notre gré, qui nous ont dominés. Donc, d'un point de vue symbolique, on a besoin de montrer un autre visage à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi l'aspect substantiel. Ça ne doit pas se limiter à ça. Pour moi, déboulonner les statues, les monuments, changer les noms des rues, ça peut se faire tout de suite de manière symbolique. Mais si derrière, nos dirigeants ne comprennent pas ce qui est porté comme message, pour moi, ça va être peine perdue. Il faut... Allez-y. Continuez. Pour moi, il faut au-delà de la forme, il faut aussi y mettre le fond. Et y mettre le fond aujourd'hui, c'est mouiller le maillot, c'est mettre la main à la pâte comme le mouvement Carbone 14 l'a fait, en se disant qu'on est venu à l'université, on a trouvé un visage qui ne correspondait pas à Cheikh Anta, pas du tout. On ne va pas crier ou peut-être jeter des pierres, on va faire de manière simple. On porte un projet pour changer le campus social comme pédagogique. Et ce n'est que le début, ça continue. C'est valable aussi pour Mamadou Dia, ça va être valable aussi pour Mandela. Pour moi, c'est ça. Ne pas se limiter à la chose symbolique, mais aller au-delà et faire, y ajouter l'aspect substantiel. Pour carrément, c'est ça qui va changer carrément les choses et faire bouger les choses. Quelle réflexion faites-vous par rapport à une corrélation, le fait du problème de cette pandémie que nous côtoyons tous les jours et que la population même est en train de délaisser les mesures dont il devait prendre, et au même moment là, l'eau qui est un aspect vital et qui a une place très importante pour respecter ces mesures-là, on le trouve nulle part, si je peux le dire ainsi, à part dans les boutiques à Dakar. Ok, donc il faudra qu'on en arrive. Oui. Il faut qu'on en arrive là aujourd'hui. Covid-19 ou la problématique, je dis bien une problématique de l'eau. Aujourd'hui, pour moi, pour le comprendre, pour apporter des solutions, il faut les inscrire dans un contexte fédéral. Aujourd'hui, aucun pays africain ne peut à lui seul faire face à la pandémie. Ce n'est pas possible. On n'a ni la logistique, on n'en est pas là. Il faudra aujourd'hui, je donne l'exemple, je vais vite fait, la découverte ou l'expérimentation de l'artémisia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte purement panafricain, on n'a pas fédéré nos forces pour appuyer aujourd'hui, mettre la logistique qu'il faut et développer ça? Et même plus tard, vendre ça, parce que c'est un début de solution, vendre ça aux autres. Il faudra penser comme ça. C'est pareil aussi pour la problématique de l'eau. Cheikh Anta disait que soit c'est ça la première solution, soit la deuxième solution, c'est même pas une solution, c'est la sud-américanisation de l'Afrique. Ce qui s'est passé en Amérique du Sud aujourd'hui. C'est presque impossible d'arriver à une fédération.
Parce que ça devait se faire à la base et ils ont attendu jusqu'à en arriver à un moment. Ils ont raté le coche. le départ. C'est ça en fait. Aujourd'hui, la problématique aujourd'hui de l'eau au Sénégal est essentielle. C'est une source de vie. Il faut que l'État quand même soit beaucoup plus sérieux. On ne peut pas dégager un fonds de 1000 milliards et avoir des problèmes aujourd'hui de l'eau. Alors qu'on nous a dit qu'on a changé d'entité, d'organisation qui gérait l'eau, entre guillemets. Il faut être beaucoup plus sérieux, je pense, vis-à-vis des populations. C'est une question de survie. Traoré, je reviens sur vous par rapport à ce problème de l'eau que les populations, le Sénégal en général, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à Dakar, les gens sont en train de souffrir. Il y a un manque énorme du problème de l'eau. Et parfois, quand vous pointez du doigt à Suez, ils vous disent c'est ONAS qui sont les responsables. Quand vous recevez les gars de ONAS, ils vous disent c'est Suez qui est responsable. Ce jeu de ping-pong, la population n'arrive pas à comprendre. Et nous côtoyons chaque jour les risques de cette pandémie de la Covid-19. Je pense que c'est au XXIe siècle, c'est déplorable. Oui. De surcroît, nous sommes en Afrique, hein, nous le savons, mais nous sommes aussi au Sénégal. Oui. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Après la Côte d'Ivoire, on peut dire que c'est le Sénégal. Oui. Mais du point de vue diplomatique aussi, on peut dire que c'est le Sénégal qui tient le poumon. Oui. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai un peu travaillé dans le système de l'eau, au fait. J'ai coordonné, j'ai travaillé sur le programme d'inventaire de la SDE, au fait, qui consistait ici à maîtriser les pannes, au fait. Les fuites qui se passaient, parce que les problèmes, je pense, les problèmes de la SDE, quand la SDE était là, les pannes d'eau, soit quelque part, il y a ces pièces qui manquent, soit il y a des fuites d'eau, et qu'il faut attendre pendant 4 heures, 5 heures de temps pour que les éléments soient là pour commencer à réparer, ou des fois ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Des fois il y a manque de pièces tout court. Maintenant, au XXIe siècle actuellement, là, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Il a tantôt dit, si on allait à l'État fédéral, ça pouvait régler tous ces problèmes. Parce que la Guinée, à elle seule, pouvait gérer le problème de l'eau. Mais aujourd'hui, le Sénégal est mieux ravitaillé en eau que la Guinée. La Guinée a ces tuyaux là-bas qui ont fait plus d'une année, 3 ans, qui n'ont pas d'eau carrément. Okay. Et nous sommes conscients, en ce moment de la pandémie, c'est pas possible de vivre sans eau. Oui. Parce que sans eau, tu fatigues la population. Pour s'en sortir, il faut que les dirigeants africains s'unissent. C'est la solution. L'eau potable, c'est l'eau, par exemple, je vais pointer du doigt. L'eau, ça fait partie des combats de demain. Oui. C'est l'or de demain, l'eau potable. Ça fait partie de l'or de demain. Oui. Du coup, les gens ils doivent s'unir, trouver des solutions tout rapidement. Et il y a un point ici que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi enlever le contrat avec la SDE et donner à une société aussi qui revient faire la même chose que la SDE nous faisait? Il y a aussi ce problème-là. Et les SDE avaient proposé le mètre cube, c'était moins cher. C'était moins cher. Il y a le problème de bonnet blanc, bonnet qui revient toujours dans nos arguments. Maintenant, en 2 minutes, je vous donne 2 questions que vous allez me synthétiser en 2 minutes. Aujourd'hui, j'ai entendu Zak Habib-Sy affirmer lors de l'émission Rémi Ménage de la RFM que les statistiques données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sont fausses. Le Sénégal compte des milliers de cas qui dépassent de loin que les statistiques dont le ministère et son cabinet nous donnent chaque matin. Quelle réflexion faites-vous par rapport à cette dénonciation de Zak Habib-Sy? Le ministère de la Santé n'est le nombre comment on dit ça, le nombre de personnes qui devraient être testées par jour. On sait qu'aujourd'hui, le Sénégal ne fait pas ça. En fait, par rapport, quand tu compares... Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie et qui circulent. Quand tu compares à certains pays. C'est-à-dire que certains, ils le font, c'est des milliers et des milliers qui font. Hein? Dans certains pays, c'est la population elle-même qui se déplace pour venir se faire tester. Oui. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les gens dans certains quartiers, même s'ils en avaient, ils allaient se le cacher. Aujourd'hui au Sénégal, c'est sur les morts, au fait, après décès, qu'on regarde est-ce que la personne a ou bien n'a pas la maladie. Oui. Du coup, forcément, ces chiffres-là ne peuvent pas être bons à 100%. Mais aujourd'hui, comme ce sont ces chiffres-là qu'on a, je pense qu'il faut s'en tenir à ces chiffres. Oui, pour le moment. Rapidement, je reviens au problème du business foncier qui revient de temps en autre. Il y a de cela quelques années, on avait vu ce problème, c'est arrivé à Fanaï, c'est dans le département de Podor, là où on avait donné 20 000 hectares, j'ai bel et bien dit 20 000 hectares à des Marocains.
Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 7000 hectares qui sont donnés dans le Wallo, je ne sais pas. Et aujourd'hui, il y a le problème comment dirais-je, de Babacar Ngom avec les 80 hectares de Denguiler qui revient. Et ces populations qui disent que coûte, ils doivent récupérer, le président doit revoir les terrains, les hectares octroyés à Babacar Ngom de Sedima pour eux qui reprennent leur terrain, leur terre, parce que c'est grâce à ces terres-là qu'ils survivent. Et on fait le constat depuis un moment, il y a un jeu de ping-pong opportuniste entre politiciens, journalistes même et hommes d'affaires. En quelques mots, en résumé, quelle réflexion faites-vous aussi par rapport à cette situation foncière qui revient toujours dans nos débats et dans nos discours? Bon, moi je dirais que déjà l'État doit prendre le devant par rapport à ces problèmes fonciers. Maintenant, parce que ici nous sommes des Africains, avant tout. Pour l'Africain, la terre est sacrée. Et l'Africain est à 90% agriculteur, en fait. Celui qui ne fait pas l'agriculture, il est dans la pêche ou l'élevage. Du coup, allez voir des paisibles paysans, les retirer leur terrain, soi-disant que tu veux donner ça à quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Mais les activistes que vous êtes, quand on dit activiste, on dit panafricaniste, on pense d'abord aux Sénégalais, aux Africains avant de donner à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui que les activistes, ils font du bruit qu'au dernier moment. D'accord. Monsieur Anne, je vais revenir encore. Vous voyez, nous les activistes, nous prenons le devant par rapport à beaucoup de choses. Mais vous ne dénonciez pas. Écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé ici, au fait, dans ce pays-là? Les gens, certains nous reprochent d'être des personnes qui ne font que dénoncer. Des éternels opposants. Qui ne font que dénoncer. Oui. Aujourd'hui, si vous revenez me dire que nous ne dénonçons pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais maintenant, par exemple, le problème qui s'est passé sur le littoral. Maintenant, moi, je vais revenir sur le problème du littoral. Nous, par exemple, en quelques mots, le mouvement des jeunes Madibaris, en collaboration avec plus de 200 OCB à Guéguéouaï, Lima Moulaye, Sam Notaire, était là déjà à reboiser ce littoral-là. Depuis l'année dernière, le projet a commencé. Nous, en tant qu'activistes. Et ce littoral-là, le littoral de Guédiouaï, on l'a donné au magistrat. Ça fait partir. Est-ce que vous voyez? Pour vous dire que nous prenons le devant au fait, par rapport à beaucoup de choses. Et il y a une association aujourd'hui, le collectif pour le littoral. Ça a été créé il y a au moins 1 année ou 2 ans de cela. Nous sommes en train de travailler. Mais on ne peut pas aussi se lever un beau matin, descendre dans la rue sans stratégie. Nous avons nos stratégies. Et ces stratégies-là, il faut les mûrir de temps en temps. Il faut nous donner un peu de temps pour essayer de réfléchir. Au moment où vous ne descendez pas, il y a d'autres activistes qui descendent et qui dénoncent. Mais c'est le même travail. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, il n'y a pas de compétition entre activistes. On se complète. Quand Carbone 14 faisait leur marche pour l'effigie de Cheikh Anta Diop, nous étions là. Et nous, d'abord, notre mouvement a été créé à l'université Cheikh Anta Diop. C'est notre combat d'abord. Mais ça, là, il n'y a pas eu de compétition. C'est une synergie d'action. D'action, en fait. Mais pas de compétition. Okay. Si d'autres le font, après nous allons les rejoindre et on va continuer le combat. En quelques mots, vous revenez sur ces propos de Zach Abibsi ce matin sur l'émission de Rémi en disant que les statistiques données par le ministère de la Santé sont fausses. Et vous revenez un peu aussi sur le business foncier qui est en train de passer dans ce pays depuis un bon bout de temps. Disons que on a une revue scientifique qu'on appelle The Lancet. C'est là où les grands scientifiques publient leurs articles et autres. Il y a eu, disons, un débat il y a quelques semaines, il y a quelques jours, sur les tests par rapport à la chloroquine qui devait être arrêtée, et on a repris les tests par la suite. Parce qu'il y en a qui ont dit que non, on était à la phase expérimentale et que ce n'était pas bien. Il y a beaucoup de personnes qui mouraient. Après 5 chercheurs sur ces, ils étaient 7 ou 8, 5 chercheurs sont venus dire que non, ces résultats-là n'étaient pas du tout fiables. Alors qu'aujourd'hui, cette revue est l'une des revues les plus respectées. C'est là où nos grands chercheurs et docteurs vont même publier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, nous, en termes de statistiques, en termes de projection, tout ce qu'on donne comme information, est conditionné de l'extérieur, qu'on le veuille ou pas. Soit c'est l'influence de l'OMS, soit c'est la revue Lancet.
Cheikh Anta Diop disait déjà à la base, dans un contexte fédéral, qu'on devait créer un centre national de recherche scientifique à l'échelle continentale. Décidément, c'est là a donné la solution par rapport à tous les problèmes. On peut dire ça, en fait. C'est pourquoi je disais que moi, je ne vois pas de problème. Donc, pour moi, c'est ça. Cheikh Anta prenez cela. On crée un centre ou des centres de recherche à l'échelle continentale qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir la scientificité, d'avoir la maîtrise sur les statistiques qu'on donne, sur la science, sur la médecine et tout ce qu'on va donner, tout ce qu'on va communiquer. Aujourd'hui, sur cette question-là, par rapport aux statistiques, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On ne sait pas carrément où donner de la tête. Les Sénégalais aujourd'hui, je disais tout à l'heure dans une discussion que la communication devrait être plus axée vers la socio-anthropologie que la politique. Malheureusement, il y a eu de la politique. Beaucoup ont préféré ne plus croire ou ont préféré carrément s'en laver les mains. Et c'est justifié. Je ne dis pas qu'on devrait carrément faire la sourde oreille par rapport à tout ça, mais on a raté le coche encore une fois par rapport à ça. Et on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. En 2 mots sur le problème du foncier. Alors le foncier, aussi c'est un autre problème qui est là. Par rapport au littoral, je vais faire une petite, un parallélisme par rapport à ça. C'est extrêmement, c'est un vieillard qui a 90 ans. Tout est problématique en fait. 60 ans. Oui, à peine. Alors, on a un membre, le coordonnateur de notre mouvement, qui est artiste-rappeur aussi, Colonel, qui a sorti un single dans l'album qui s'appelle Carbone 14, qui est dédié à Cheikh Anta Diop. Et dans cet album-là, le titre du single, c'est Bradage du littoral. Donc, ça veut dire que, comme il a dit tout de suite, on est à la brèche, au fait. Et c'est un produit qui a été mûri depuis quelques temps, qui vient de sortir, qu'il a fait sortir il y a 2 jours de cela. Ça traite un peu la question du littoral. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est grave. Moi, par exemple, je ne peux pas, dans ma réflexion logique, je ne peux pas imaginer qu'on ne plus avoir accès, par exemple, à la plage de Mermoz, oui, où je vais chaque dimanche à lire, c'est là où presque j'écris tout le temps mes articles. C'est une place publique. Oui, avec la tranquillité qu'il y a. En tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, ce sont des terres qui m'appartiennent, c'est le domaine public. Ça nous appartient à tous. Alors imaginons, moi j'y vais peut-être une fois par semaine pour réfléchir, pour écrire. Alors imaginons, comme Traoré l'a dit, des Africains, des Sénégalais qui, pendant des générations, ont occupé des terres, sont propriétaires de ces terres-là et qui sont aujourd'hui en train d'être dépossédés de ces terres-là, alors que la terre, elle est sacrée, comme il l'a dit en Afrique. Merci, M. Diop. Et votre dernier mot? C'est un plaisir déjà. Merci beaucoup pour l'initiative, pour l'invitation aussi. Donc, un clin d'œil à Traoré et à nos camarades des jeunes madibaristes et à tous les activistes, à toutes ces personnes-là, tous ces jeunes surtout, parce que quoi qu'on puisse dire, ce sont les jeunes qui sont en train de porter ce combat-là, qui veulent donner de la valeur à l'intelligentsia africaine, qui veulent donner de la valeur au génie africain en passant par ces grands hommes-là. Donc pour nous, ça doit carrément passer par Cheikh Anta Diop dans sa production intellectuelle. C'est ce que le mouvement Carbone 14 porte depuis des années et on va continuer dans cette logique-là et on va y arriver. Monsieur Traoré, votre dernier mot? À tous mes camarades de Carbone 14 et à tous les éléments du MGM qui nous soutiennent depuis qu'on a mis ce projet-là sur pied, qui est le mouvement des jeunes madibaristes. Parce que c'est le mouvement des jeunes madibaristes, l'abréviation c'est MGM 664-64. Ça c'est le numéro de prisonniers de Nelson Mandela qu'on a joint. Maintenant, et en plus, remercier tous les activistes de ce pays et de ce continent. Et mention spéciale à Guy Marius Sagna qui se bat corps et âme pour que tous les activistes soient entendus ici. Et aussi une mention spéciale à Cheikh Ibrahim Faye qui était ici. Ce sont ces personnes-là qui ont mis ce mouvement-là sur pied. Cheikh Ibrahim Faye, il y a les Omar Ly, les Kassa. Et toutes ces personnes-là, je ne peux pas citer tout le monde et je vous remercie. Merci, chers internautes de Al Amin TV. Et je vous remercie et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah, avec un autre invité ou d'autres invités
Et je vous remercie à vous deux, M. Diop, le chargé de la communication du mouvement Carbone 14. De passage aussi, je remercie votre coordonnateur, l'artiste colonel, et je remercie aussi votre vis-à-vis, M. Sidiki Ba Traoré, le coordonnateur du mouvement des jeunes madibaristes. Et je vous dis merci encore une fois de plus et revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, à la prochaine.